Donc bonjour, je m'appelle Magali Coldefi, je suis géographe et maître de recherche à l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Et j'ai rejoint depuis janvier 2015 le service études de l'Agence régionale de santé et l'Observatoire régional des urgences de la région PACA. Aujourd'hui, je suis venue présenter donc une étude que nous avions réalisée à l'IRDES sur le bilan de la sectorisation psychiatrique française à partir des bases de données disponibles au niveau national et qui montre l'inégal achèvement de la psychiatrie de secteur et les inégalités de moyens entre secteurs psychiatriques français. Donc bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Donc oui, en fait, ça faisait 7 ans que je travaillais à l'IRDES comme maître de recherche donc en géographie de la santé sur la psychiatrie, et là depuis 10 jours j'ai intégré l'Agence régionale de santé de la région PACA, enfin l'Observatoire régional des urgences, pour développer la recherche sur la psychiatrie dans la région PACA pour améliorer l'organisation des soins dans la région. Mais je garde un temps de chercheur à l'IRDES en parallèle. Donc voilà, donc étant géographe et pas économiste, je ne vais pas exactement présenter le coût de la psychiatrie secteur, mais plutôt voilà, les inégalités de dotation, enfin voilà ce qu'on peut dire, en fait un peu un bilan sur la sectorisation psychiatrique 50 ans après la mise en place du secteur. Donc dans ma présentation, je vais faire un bref rappel historique pour bien comprendre quelles étaient les ambitions du secteur et leur réalité finalement sur le terrain telles qu'on peut les observer à partir des données chiffrées dont on peut disposer au niveau national. Et après, finir un petit peu sur quelles sont les perspectives actuelles du secteur. Enfin, on a parlé de sa disparition, enfin voilà, il y a eu différents rapports qui ont été publiés, donc faire un petit peu le point sur tout ça par rapport aux limites ou à l'inachèvement de la politique de secteur qu'on a pu mettre en avant dans notre étude. Donc alors je reviens assez loin, mais ça va être bref. Donc c'était pour rappeler, c'est mon côté géographe, que la loi du 30 juin 1838 qui organise la prise en charge des aliénés va apparaître comme la première réponse sanitaire qui est réellement proposée aux malades mentaux, qui étaient jusqu'à présent placés dans des prisons, des instituts pour indigents, des dépôts de mendicité, et souvent dans des conditions très déplorables. Et c'est vrai que si l'asile d'aliénés peut apparaître aujourd'hui avec une image très négative, à l'époque on pouvait presque parler d'innovation en termes thérapeutiques pour ces patients. Et d'ailleurs, l'asile, c'était devenu l'instrument, voire le lieu thérapeutique, vu qu'il n'y avait pas à l'époque beaucoup de techniques, on va dire, de soins, et c'est vraiment le lieu, le fait d'isoler socialement et spatialement le malade du reste de la société et de le mettre à l'abri un certain temps, qui permettait le traitement moral de la maladie mentale. Et le texte de 1838, il a aussi un caractère innovant en matière de planification sanitaire, vu que c'est la première planification départementale avec la loi qui impose la création d'un asile par département, et chose qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans les champs de médecine, chirurgie, obstétrique. Donc en fait, ce qui va se passer avec la sectorisation psychiatrique, c'est donc au début du XXe siècle, donc alors la plupart des hôpitaux psychiatriques français ont été créés du fait de cette loi, mais leur création, elle s'est terminée à la fin du XXe siècle, elle ne s'est pas faite au XIXe siècle pour la plupart d'entre eux. Et en fait, le début du XXe siècle va voir des progrès thérapeutiques médicaux, un intérêt croissant pour la prévention des maladies et non plus seulement la cure. Et les premiers services ambulatoires vont commencer à apparaître. Et surtout, ce qui va marquer la fin de l'ère asilaire, c'est la Seconde Guerre mondiale, avec la surmortalité importante des malades mentaux, avec 40 000 patients qui seraient morts, essentiellement du fait de la malnutrition, qui était due à l'isolement social dont étaient victimes ces patients. Et donc c'est la guerre qui va révéler l'ampleur de la crise qui affecte le système asilaire, avec le surencombrement, enfin, l'absence de traitement et l'isolement dans le traitement des patients. Et donc c'est cette guerre qui va donner une prise de conscience chez quelques médecins sur la nécessité de réformer l'institution et qui va aboutir, quelques années plus tard, à la circulaire de 60. Donc parallèlement, évidemment, il y a les découvertes médicamenteuses dans les années 50 qui vont permettre d'envisager de faire sortir le patient de l'hôpital et permettre les prises en charge ambulatoires. Et donc en France, par rapport aux autres pays européens ou occidentaux, cette désinstitutionnalisation des soins psychiatriques, elle va s'appuyer sur la sectorisation. Donc en fait, dans notre pays, d'ailleurs souvent on parle plus de déshospitalisation que de désinstitutionnalisation, parce qu'on ne s'est pas prononcé complètement contre l'institution et contre l'hospitalisation. Et d'ailleurs, dans notre pays, on a conservé des hôpitaux spécialisés en psychiatrie, alors qu'en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, il y a eu une forte fermeture de ces établissements. Mais c'était l'idée qu'il fallait dépasser l'hospitalisation et ne pas l'arrêter complètement. Et il y avait cette idée donc aussi de découper le territoire en zones géodémographiques d'environ 70 000 habitants.
Et ce découpage, en fait, avec une équipe pluridisciplinaire en charge des soins depuis la prévention à la réinsertion des malades. Donc là aussi, par rapport aux autres champs de la médecine, une certaine avance de la psychiatrie par rapport à cette approche globale de la santé qui va de la prévention à la réinsertion. Et donc cette inscription spatiale dans des secteurs géographiquement limités, en fait, elle répondait initialement à la fois à une ambition clinique et égalitaire. Alors une ambition clinique et thérapeutique parce que, alors je ne sais plus si c'était Bonafé qui disait c'est en agissant dans le milieu et parfois sur le milieu que se mène le combat contre les maladies mentales. Donc c'était l'idée que le secteur était conçu comme un milieu thérapeutique sur lequel, qui devait être intégrant pour les patients et sur lequel l'équipe de soins pouvait s'appuyer pour identifier des ressources pour aider à la vie du patient au plus proche de chez lui. Donc on a l'idée finalement d'une dilution du lieu qui était l'asile dans le milieu qui serait le secteur comme lieu ou milieu thérapeutique de prise en charge. Il y avait aussi un des principes importants donc, dans la sectorisation psychiatrique, c'était l'idée de continuité des soins entre l'hospitalisation et les soins ambulatoires dans la communauté. Et on va voir que c'est quelque chose qui va handicaper finalement peut-être le développement l'achèvement de la politique de secteur, mais par contre un sujet sur lequel les soignants restent très sensibles quand des rapports proposent de séparer ou de financer séparément l'ambulatoire et l'hospitalisation. Et enfin, le découpage en secteur, il avait aussi une ambition égalitaire et intégrative, parce qu'en fait, il s'agissait, suite justement aux événements de la Seconde Guerre mondiale, d'éviter la ségrégation et la séparation des malades. Je me souviens que Guy Baillon, un psychiatre, me disait il n'y a pas de malades nobles et de malades ignobles, dans le sens où il y a des malades qui étaient moins intéressants à la fois pour les professionnels, dont on ne voulait pas s'occuper, ou des malades curables et incurables, et qu'il fallait éviter ça, et que le fait de dire selon le lieu où on habite, on sera pris en charge par un service, c'était d'éviter une ségrégation et une sélection des patients, quelle que soit sa pathologie ou sa classe sociale. Donc, on va voir que c'est comment ensuite, en fait, finalement, cette ambition clinique et thérapeutique du secteur, elle va être un petit peu oubliée au profit d'une logique gestionnaire et administrative. Et comment petit à petit, certains auteurs se sont mis à parler d'un asile sans mur pour parler du secteur et pour décrire l'inachèvement de la politique de désinstitutionnalisation psychiatrique. Et donc là, on retrouve le hiatus entre deux dimensions du territoire. En fait, une dimension humaine et sociale, et qui était peut-être à l'idée de la conception du secteur psychiatrique, et une dimension plus politique, gestionnaire, d'aménagement et de répartition des moyens. Et c'est vrai que souvent, maintenant, enfin, en tout cas dans le milieu des décideurs et des gestionnaires, quand on parle du secteur, c'est plutôt une zone géographique de 70 000 habitants avec une répartition des moyens, un ou deux CMP, CATTP, et on oublie cette ambition clinique initiale. Voilà. Et d'ailleurs, on observe cette traduction rien que dans le découpage des secteurs. Si on regarde comment ont été découpés les secteurs, ça ne s'est fait absolument pas sur des bases de recherche d'une cohérence populationnelle ou d'une recherche d'une évaluation des besoins. Ça a été souvent plutôt ce qu'on a appelé des petits arrangements entre amis, où ils se retrouvaient au sein d'un département avec les psychiatres et les directeurs d'établissement à découper pour qu'aucun médecin ne paraisse lésé en disant « moi je préfère un secteur urbain ou un secteur rural », et d'où ces découpages de secteurs en camembert qu'on trouve dans certains coins. En fait, on a plus cherché à arriver à découper un territoire avec cette notion de ce critère de 70 000 habitants, qui lui aussi peut être critiqué parce que donc il était basé sur une norme OMS de l'époque qui disait qu'il fallait 3 lits pour 1000 habitants, alors que l'objectif de la sectorisation c'était quand même de réduire l'hospitalisation. Donc il y a un premier paradoxe dans le fait de mettre en place cette politique de secteur, vu qu'elle part sur une base hospitalière, alors que sa finalité est de réduire l'hospitalisation pour développer des alternatives au plus proche du lieu de vie du patient. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement la traduction géographique pratique sur le territoire de la politique de secteur, elle a fait perdre en partie l'essence thérapeutique de contenu du soin du secteur. Et souvent le secteur est devenu un simple contenant dans lequel on veut affecter une offre en fonction des besoins qu'on estime ou pas de la population, parce que l'estimation des besoins en santé mentale reste un sujet compliqué. Mais bon, malgré toutes les limites qu'on vient de voir, pareil, rappelez que le découpage en secteur apparaît pionnier, pareil, en matière de planification sanitaire, vu qu'il intervient avant la sectorisation sanitaire dans le cadre des schémas départementaux d'organisation des soins, mais que c'est peut-être justement sa trop grande ambition, on va dire clinique, intégrative, qui explique en partie aujourd'hui son inachèvement.
Alors, donc, si on essaye de dresser un bilan un peu chiffré sur la sectorisation, alors vous verrez la plupart des données s'arrêtent en 2003, et j'y reviendrai après parce que, pareil, depuis 2003, on verra que les textes officiels ont cherché à faire, enfin, disparaître le secteur, en tout cas, ont supprimé au moins la dimension géographique du secteur, et du coup, le système d'information qui est associé aux politiques de santé a fait aussi de supprimer la notion de secteur dans les systèmes d'information qui nous permettaient de produire des statistiques sur les secteurs. Donc du coup, on n'a pas de données par secteur. Après 2003, on peut avoir des données par établissement de santé, mais pas à cette échelle-là. Donc, alors, quelques données. Donc, ce qu'on voit, c'est que depuis 89, il y a eu des modifications majeures de la prise en charge, et surtout qu'on a l'impression que ce n'est pas si ancien. Donc, depuis 89, et le processus avait commencé avant, on a une baisse de la durée moyenne d'hospitalisation, qui était quand même de plus de 80 jours en 89, et qui est descendue à 41 jours, alors en 2003. Ça baisse ensuite et ça se stabilise. Alors c'est une durée moyenne d'hospitalisation dans l'année, c'est pas une durée moyenne de séjour. Donc si un patient est hospitalisé plusieurs fois, c'est cumulé sur l'année. Et on voit que cette baisse, elle doit être mise en relation évidemment avec la baisse du nombre de lits, qui était plus proche de 80 000 en 89. Et on est, alors là, c'est les lits sectorisés de psychiatrie générale. Et on était à 37 000 lits en 2003. Pareil, on observe plutôt une stabilisation du nombre de lits d'hospitalisation en psychiatrie dans les années 2000. Et du coup, ce qu'on observe, c'est c'est que parallèlement à cette diminution du nombre de lits, on a quand même un nombre de patients hospitalisés à temps plein qui a continué à augmenter, malgré la politique de sectorisation qui vise à réduire l'hospitalisation. Finalement, la file active hospitalisée à temps plein, elle augmente, alors beaucoup moins que la file active ambulatoire, on le verra par la suite, mais elle n'a pas diminué au cours du temps. Donc pareil, en termes d'évolution, c'est que donc, malgré cette évolution de la file active totale des secteurs de psychiatrie, donc on voit en gris, là, les bâtonnets gris, qui est passé en moyenne, un secteur avait 830 patients dans sa file active en 1989, la moyenne est plus proche de 1600 en 2003, et parallèlement à cette évolution, on voit que les équivalents temps plein de personnel médical comme non médical ont stagné, voire un petit peu diminué pour le non médical. Donc ça pose question en se disant on veut développer des prises en charge ambulatoires qui sont plus preneuses en temps, on va dire, pour le personnel que de l'hospitalisation à temps plein. Et voilà, comment on fait avec des moyens qui ont stagné et quelles sont les conséquences sur les prises en charge des patients qui sont, eux, en nombre croissant. Donc pareil, là c'est l'évolution de la file active, donc en baissant, on voit qu'elle a... Alors la file active totale, oui, c'est la grosse en haut, elle a presque doublé entre 89 et 2003, essentiellement lié au fait de l'augmentation de la file active ambulatoire, les gens vus aux urgences. Et voilà, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, alors j'ai plus le chiffre exact, mais 85% des patients de la file active suivis en psychiatrie est suivi en ambulatoire, et plus de 70% est suivi exclusivement en ambulatoire, donc sans jamais être hospitalisé à temps plein ou à temps partiel. Donc voilà. Donc on a une forte croissance de la demande exprimée auprès des secteurs de psychiatrie, donc sans augmentation parallèle des moyens, humains en tout cas. Bon, au niveau des structures, on voit bien qu'il y a un développement des différentes alternatives à l'hospitalisation temps plein, donc là c'est en proportion de secteurs de psychiatrie générale équipés de CMP, ouverts plus ou moins 5 jours par semaine. On voit que par contre certaines alternatives comme les centres de crise, centres d'accueil permanent, ateliers thérapeutiques restent nettement moins développés par les secteurs de psychiatrie générale. Donc pareil, on n'a plus trop de données après 2003. Et voilà. Et de mémoire, pareil, l'évolution différente des CATTP et hôpitaux de jour, c'est lié aussi à des facilités d'autorisation dans la planification pour les CATTP par rapport aux places en hospitalisation de jour. Et donc oui, ce que j'ai dit un peu en introduction, c'est voilà, ce que je n'avais pas prévu de dire dans ma présentation, mais c'est vrai que pour pouvoir développer des alternatives, ce qui a un peu bloqué la politique de secteur, c'est que pour pouvoir développer des alternatives ambulatoires ou à temps partiel, il fallait fermer des lits d'hospitalisation. Il y avait une sorte d'échange ou de transfert, sauf que le budget des hôpitaux, pour la psychiatrie, était basé sur les journées d'hospitalisation pendant longtemps. Donc finalement, un établissement qui aurait voulu vraiment aller à fond, on va dire, vers le développement d'une psychiatrie de secteur et réduire fortement l'hospitalisation, il réduisait ses moyens. Donc, alors, presque pareil, de mémoire, je crois que jusque dans les années 80, donc des établissements qui étaient un peu novateurs et qui
qui étaient convaincus par l'idée de la psychiatrie de secteur, il y avait des moyens financiers parce que chaque département remboursait une partie des dépenses ambulatoires aux établissements pour leur développement, mais après la moitié des années, le milieu des années 80, il n'y a plus ce remboursement, et donc les établissements qui sont rentrés un peu plus tard dans le développement de ces alternatives n'ont pas pu bénéficier de ces aides. Et on voit que, enfin, une des conclusions de l'étude après, c'est aussi que les inégalités qu'on observe aujourd'hui, elles héritent aussi des inégalités du passé, et qu'en fait, justement, les établissements qui étaient peut-être novateurs à une époque, ils ont su bénéficier aussi de financements qui permettaient de développer la psychiatrie de secteur. Ceux qui étaient déjà un peu en retard, du coup, ils n'ont pas bénéficié de ces financements et ont accumulé aussi du retard. Donc voilà, donc je vais vous présenter donc, pareil, rapidement donc, les résultats de l'étude dont Marion Leboyer vous a parlé. Donc pareil, c'est rappelé qu'initialement, le secteur psychiatrique, il a été pensé comme un cadre homogène avec une équipe unique et pluridisciplinaire en charge de la population d'une aire géodémographique définie dans l'espace, donc avec une mission étendue de la prévention à la réinsertion, la réhabilitation, en passant par les soins et la post-cure. Et donc, comme je le disais, on voit la mise en œuvre de la sectorisation, elle semble davantage avoir accompagné des situations existantes, déjà très inégales, plutôt que d'être parvenue à intégrer le dispositif et à corriger ces inégalités. Donc, ce qui nous avait amené à nous interroger donc, à l'époque à l'IRDES sur est-ce que la politique de sectorisation a été une réforme décisive, novatrice, mais 50 ans après, encore inachevée. Et voilà, et derrière ce cadre homogène commun au secteur de psychiatrie, quelles sont les différences qu'on peut observer en termes de modalités de soins proposées, de dotation. Voilà, et l'idée c'était de ne pas faire une simple étude caractérisant les secteurs bien dotés, sous-dotés, mais d'essayer de mesurer la dotation et l'activité des secteurs en termes d'ouverture vers la communauté et de niveau d'achèvement de la politique de secteur. Donc du coup, pareil, cette étude avait été réalisée sur des données qui dataient de 2003, donc les dernières données sur les secteurs de psychiatrie qui étaient disponibles. Et voilà, donc on avait mobilisé plusieurs bases de données, donc les rapports d'activité de secteur, de psychiatrie générale, essentiellement, mais aussi d'autres bases de données, la statistique annuelle des établissements. On voulait qualifier l'environnement aussi des secteurs en termes d'offres médico-sociales, d'offres de ville. Donc on a mobilisé aussi d'autres bases de données, puis des données de l'INSEE, parce qu'on va voir aussi que le caractère urbain ou rural du territoire va aussi impacter le type de modalité de prise en charge proposée. Voilà. Et puis c'était l'idée aussi de voir qu'à dotation un peu équivalente, des secteurs vont faire des choix thérapeutiques différents, enfin vont proposer des alternatives différentes en fonction du statut de l'établissement de rattachement, en fonction du territoire dans lequel ils sont implantés. Voilà, donc on avait réalisé une analyse multivariée qui aboutissait à une typologie en 9 classes de secteurs, situant chaque secteur par rapport à la médiane française. Et alors, au final, on arrive quand même à une classification qui, on va dire, si on va vite, qui classe les secteurs des secteurs les mieux dotés aux moins bien dotés, mais disons qu'à l'intérieur de chaque sous-groupe, on peut identifier à l'intérieur des bien dotés différents types de bonnes dotations, on va dire, et à l'intérieur des groupes de faiblement dotés, différents types de mauvaises dotations. Alors, on a 3 premières classes de secteurs qui ont été qui apparaissaient donc dans notre étude comme bien classées en regard de la médiane française. Alors pareil, ça ne veut pas dire que c'est une bonne dotation, une mauvaise dotation, c'est par rapport à la médiane, ils sont au-dessus de la médiane. Donc s'agissant des secteurs qui sont caractérisés comme bien dotés dans notre analyse, il y a 3 groupes qui se dégagent et qui partagent donc des dotations à la fois en équipement et en personnel importants. Mais cette classe va se distinguer en fait par la nature des personnels et des équipements développés, par une activité plus ou moins importante, un environnement géographique très contrasté, et enfin par des modes d'organisation, de prise en charge et de fonctionnement bien différents. Et on va voir que ces variations traduisent des stratégies diversifiées dans la réalisation de la politique de sectorisation. Donc si on regarde la première classe, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, parce qu'elle est en violet foncé, et en gros elle est très concentrée dans Paris et la première couronne, c'est pour ça que ça ne se voit pas beaucoup sur la carte, vu que les territoires ruraux avec une plus large superficie ressortent davantage. Donc la première classe, c'est celle qui apparaît vraiment très au-dessus de la médiane française, la plus dotée en personnel médical, à la fois psychiatre et interne, et correspond à des secteurs attractifs pour la profession. On trouve aussi de nombreux psychologues et personnels socio-éducatifs dans ces secteurs, et en revanche, par contre, plus de difficultés pour le reste du personnel soignant et infirmier, avec des fréquentes vacances de poste pour ces personnels-là.
Ces secteurs qui ont développé fortement des alternatives à l'hospitalisation temps plein, ils se distinguent aussi surtout par la mise en place de structures de réponse à l'urgence, des accessibilités horaires importantes, ce qu'on va retrouver fréquemment dans les secteurs urbains en fait. Souvent on va se dire dans un secteur urbain il y a moins de CMP parce qu'on n'a pas besoin d'être dans plusieurs endroits du territoire, mais par contre on a besoin d'avoir des amplitudes horaires plus importantes. Et donc ces secteurs ils sont essentiellement concentrés dans Paris et la première couronne. Donc la deuxième classe de secteurs bien dotés, j'ai noté couleur intermédiaire sur la carte, donc c'est pas le rose qu'on voit un peu partout, c'est ce qu'on voit dans les Alpes-Maritimes par exemple. Donc c'est aussi des secteurs qui se trouvent davantage en zone urbaine, où l'offre libérale du coup à l'extérieur des secteurs va être importante et la densité de structures sociales et médico-sociales faible. Ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est que l'offre sociale et médico-sociale elle est souvent plus importante dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains. Et donc ça veut dire que dans les partenaires du secteur et dans l'activité du secteur, ça a un impact également sur le type d'actes qu'on peut réaliser en institution. Alors bien que dans une moindre mesure que les secteurs franciliens, ces secteurs bénéficient d'une bonne dotation en personnel médical. Ils sont plus fréquemment rattachés à des centres hospitaliers spécialisés et ont développé de nombreuses alternatives à l'hospitalisation temps plein. Et ils ont cherché à installer leur structure en dehors de l'enceinte hospitalière. Parce qu'on va voir que ce n'est pas le cas dans la troisième classe de secteurs bien dotés. Donc la classe en fuchsia, qu'on voit plus en Bretagne et on va dire dans le centre de la France. Donc c'est des secteurs qui sont moyennement dotés en personnel médical, mais bien dotés dans les autres personnels soignants, on va dire, avec souvent des fortes densités de lits et places. Ils ont développé des alternatives à l'hospitalisation temps plein relativement classiques, essentiellement hôpital de jour, CATTP, ateliers thérapeutiques. Mais par contre, ils les ont souvent développés à l'intérieur de l'enceinte hospitalière et pas sur leur territoire, alors qu'en plus on voit que souvent c'est des territoires très étendus où il y aurait peut-être un intérêt à déplacer les structures au plus proche du lieu de vie du patient. Donc ces secteurs sont davantage implantés en zone rurale et ils sont souvent rattachés à des ESPIC, les anciens PSPH, donc des établissements privés d'intérêt collectif. Ils doivent faire face à une forte activité de soins en institution substitutive au domicile du fait de l'importance des structures médico-sociales et d'hébergement pour personnes âgées implantées sur leur territoire. Mais pareil, on verra que l'activité de soins à domicile, elle est nettement plus répandue dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains, où il y a la volonté d'aller, de se déplacer sur le territoire. Donc ensuite, on a identifié deux classes, on va dire médianes, dans notre typologie, qui sont donc dans une position médiane s'agissant des moyens à la fois en personnel et en équipement. Et ils vont se différencier, les deux groupes-là, uniquement, essentiellement par la nature des prises en charge qui sont proposées, notamment à temps partiel, et par la catégorie de l'établissement de rattachement. Donc les secteurs en rose foncé, vous y voyez de moins en moins sur la carte, sont essentiellement rattachés à des CHS et ont beaucoup développé les CATTP, ateliers thérapeutiques, alors que les secteurs qui sont en rose plus clair sont pour la plupart rattachés à des centres hospitaliers universitaires et ont privilégié plutôt l'hospitalisation de jour. Donc là, et on s'en rend compte après aussi quand on regarde les structures alternatives proposées par les hôpitaux généraux, on voit que la destination générale ou spécialisée de l'établissement de rattachement va influencer sur le choix des outils thérapeutiques et des alternatives développées. Où il y a peut-être une culture, on va dire, psychiatrique différente dans les établissements spécialisés, notamment les anciens asiles, on va dire, par rapport à la psychiatrie implantée à l'hôpital général. Et donc après, la dernière classe de secteur, alors c'est vrai que j'ai oublié, j'ai pas les chiffres sous les yeux de quelle est la proportion de chaque secteur dans chaque classe, mais je dirais que de mémoire, les 4 classes de secteurs faiblement dotés, c'est quand même une bonne proportion des secteurs français. Donc on a les 4 dernières classes qui apparaissent comme moins bien dotées sont très disparates en termes de fonctionnement. Donc alors il y a 23 secteurs dont je ne vais pas parler qui apparaissent comme atypiques parce qu'en fait ils n'ont pas de lit d'hospitalisation temps plein, donc soit parce que ces lits sont gérés par un dispositif intersectoriel, soit pour d'autres raisons, mais du coup, comme beaucoup de choses qu'on caractérise dans cette typologie, le type de personnel, tout ça va être très lié au lit d'hospitalisation, finalement ils ressortent comme atypiques. Ensuite, on a une classe de secteurs, donc s'ils apparaissent faiblement dotés
en personnel infirmier, éducatif et social, leur implantation urbaine va leur permettre d'attirer des médecins psychiatres. Donc ils vont être dans la moyenne pour le personnel médical, mais par contre, ils vont être faiblement dotés pour les autres personnels soignants. Et leur dotation en équipement est faible, quelle que soit sa nature, mais le faible nombre de CMP est compensé par une ouverture horaire importante, donc comme je l'ai dit pour les secteurs urbains en général. Et par contre, le faible développement des alternatives dans ces secteurs empêche les patients de bénéficier d'une prise en charge plurielle et diversifiée, parce que pareil, on avait construit un indicateur de diversification des prises en charge, donc le fait qu'un patient ait accès à des prises en charge, hospitalisation temps plein, temps partiel, ambulatoire, et voilà. Et du coup, dans ces secteurs-là, on s'aperçoit que du coup, les patients, ils sont souvent pris en charge d'une seule manière, et ils n'utilisent pas toute la gamme de soins proposée par la psychiatrie sectorisée. Et ensuite, les deux dernières classes, qui sont les plus claires sur la carte, donc elles ont en commun leur rattachement plus fréquent à des centres hospitaliers généraux, et ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé régulièrement dans différentes études. C'est la plus faible dotation des services de psychiatrie implantés à l'hôpital général, à la fois en termes de personnel et en termes d'équipement. Mais l'intensité de la sous-dotation en personnel médical et non médical, elle est nettement plus forte dans la dernière classe, donc qui est la plus pâle, donc presque en blanc là sur la carte. De même que pour l'équipement. Et en plus, cette dernière classe de secteur, donc qui apparaît particulièrement sous-dotée, elle se trouve dans une situation particulièrement critique, parce qu'à cette sous-dotation relative s'ajoute une forte activité d'intervention dans les services d'urgence, enfin comme beaucoup d'hôpitaux généraux, et d'autres unités de soins somatiques du fait de leur implantation à l'hôpital général. Donc en fait, cette activité va venir mobiliser une grande partie de leurs ressources, qui sont déjà très réduites par rapport à la médiane française. Donc voilà, donc en gros on voit avec cette typologie qu'à moyen équivalent, on peut avoir des orientations, enfin en tout cas des alternatives thérapeutiques différentes proposées. Certaines, on va dire, sont adaptées au territoire dans lequel opèrent les secteurs. Un territoire urbain ou rural, on ne va pas développer, on ne va pas ouvrir le même type de structure, mais après on voit que le caractère spécialisé ou pas de l'établissement va également impacter. Voilà. Donc ça, c'était sur le bilan en gros des inégalités de secteur telles qu'on avait pu le mettre en avant à l'époque. Je voulais aussi parler dans un autre bilan, enfin c'est pas vraiment un bilan qu'on a fait, mais où on a essayé de comparer l'évolution des dispositifs de soins psychiatriques en France, Angleterre, Allemagne et Italie, et où ça pointe quand même sur certaines spécificités de la situation française par rapport à ses voisins européens. Et que, alors, on va dire que de toute façon l'offre de psychiatrie française, elle est à 80% gérée par les secteurs de psychiatrie. Donc même si là, ces données-là, c'est pas spécifique au secteur, c'est quand même très porté par les données du secteur, on va dire. Donc ce qu'on observe quand on essaye de comparer la France aux autres pays européens, c'est d'abord l'intégration très limitée de la psychiatrie à l'hôpital général en France, puisqu'il y a encore aujourd'hui 2/3 des lits d'hospitalisation en psychiatrie qui sont implantés dans des CHS. Et donc, comme je disais, plusieurs études montrent les moyens réduits des services de psychiatrie implantés à l'hôpital général, et notamment ceux dans lesquels il y a un seul secteur de psychiatrie à l'hôpital général. Enfin, c'était la mission nationale d'appui en santé mentale qui avait montré à l'époque que c'était difficilement vivable, enfin qu'il y avait une sorte de masse critique minimum nécessaire pour pouvoir vraiment exercer une psychiatrie de qualité à l'hôpital général. Une autre spécificité de la France par rapport aux autres pays européens, enfin ses trois voisins en tout cas, c'est une densité de lits psychiatriques qui reste encore très élevée, malgré sa forte diminution comme on l'a vu, mais elle reste très supérieure à celle qu'on observe chez ses voisins européens. Donc comme je l'ai dit, c'est vrai que la sectorisation, elle ne s'était pas prononcée contre l'hospitalisation à temps plein, mais pour son dépassement. Et les hospitalisations et leurs alternatives faisant partie pour la psychiatrie de secteur d'un système unifié de prise en charge. Mais quand même aujourd'hui, et on entend quand même régulièrement les professionnels se plaindre du manque de lits, de choses comme ça, mais voilà, si on compare la France à ses voisins, on a une densité nettement plus importante. Ce qui est aussi très marquant quand on se compare à nos voisins, c'est le développement très inférieur justement des structures d'hébergement et de services d'accompagnement. En Angleterre, en Italie, même si nous on cumule nos appartements thérapeutiques, enfin à la fois l'offre, on va dire, alternative sanitaire et médico-sociale, on va être très en dessous des structures résidentielles et services d'accompagnement proposés en Angleterre ou en Italie, par exemple. Et en fait, une des conclusions qui ont tiré de cette étude, c'est que finalement, la politique de secteur, c'est peut-être un système qui s'est voulu plus protecteur qu'intégrateur. Et finalement, à force de vouloir protéger ses patients, elle a limité leur intégration. Elle s'est un petit peu enfermée sur elle-même.
Donc d'ailleurs, ces résultats-là, c'est des choses qu'on retrouve un petit peu dans, comme on va le voir après, dans les différents rapports qui se sont succédés dans les années 2000 sur la psychiatrie. Et d'ailleurs, comme je disais, depuis 2003, on a une disparition progressive de la notion de secteur. Alors, qui se traduit dans le système d'information, vu qu'on n'a plus de données par secteur, enfin plus facilement des données par secteur, mais aussi dans les textes, puisque donc en 2003, la troisième génération des schémas régionaux d'organisation des soins supprime la carte sanitaire et intègre la psychiatrie comme volet obligatoire des schémas régionaux d'organisation des soins et non plus comme un schéma distinct. Le secteur sanitaire est supprimé et remplacé par le territoire de santé. Et du coup, la psychiatrie, le secteur psychiatrique est invité, avec les autres acteurs du champ de la santé et de la santé mentale, à la prise en charge de la santé mentale au sein des territoires de santé. Et la dimension géographique du secteur, elle est supprimée dans les textes. Mais ce qu'on voit, c'est que dans la réalité, elle existe fortement toujours, mais officiellement, enfin depuis 2003, il n'y a plus de limite géographique au secteur de psychiatrie. Et ce processus a été accentué avec la mise en place des agences régionales de santé qui étendaient les missions de l'État à l'hôpital, la ville et le médico-social. Donc on voit que dans ces évolutions, en fait, le secteur psychiatrique il s'est senti dépossédé, remis en cause. Alors comme je l'ai dit en introduction, il avait une certaine avance sur la façon de penser le soin, la prise en charge globale sur un territoire par rapport au champ de la médecine, chirurgie, obstétrique, et qui aurait pu, ou qui inspire d'ailleurs en partie aujourd'hui la prise en charge des pathologies chroniques ou des personnes âgées sur un territoire. Et donc on lui reproche souvent d'être resté trop fermé sur lui-même, sur ses acquis, et de ne pas avoir accompagné l'évolution de son territoire et des nouveaux acteurs qui s'y implantaient, à la fois les médecins généralistes, on va dire, les professionnels de ville, les acteurs médico-sociaux, les acteurs du secteur privé, qui se sont implantés sur son territoire. Et donc plusieurs plans et rapports vont succéder qui vont appeler à une rénovation du secteur psychiatrique. Donc là, par exemple, c'était dans le plan psychiatrie santé mentale 2011-2015, qui appelle le secteur à passer d'une approche totale à une approche globale. Donc il disait la psychiatrie et la santé mentale doivent pouvoir bénéficier de la nouvelle gouvernance régionale du système de santé grâce au décloisonnement du sanitaire et du médico-social dont elle a besoin, en mettant à profit son expérience en matière de sectorisation psychiatrique et en cherchant aussi à en dépasser certaines limites, inégalités territoriales, méconnaissance des autres acteurs du territoire. À la lumière des critiques de son fonctionnement, que ne peut toujours expliquer un manque de moyens, le secteur doit évoluer d'une approche totale vers une approche globale, en complémentarité et coopération avec tous les acteurs, et notamment ceux situés sur le territoire de santé considéré. Voilà. Voilà. Car le secteur ne peut et ne doit tout faire lui-même. Le secteur, c'est d'abord un outil au service du territoire. Alors, il y a eu un autre rapport, la commission Couty, en 2009, qui lui va plutôt pointer peut-être la mission, le fait que le secteur était trop ambitieux initialement. Et il dit, même si certains secteurs se sont attachés à conduire une action englobant tout ou partie des missions qui leur étaient imparties, il était très ambitieux de confier à une structure intégrée à un établissement de santé, dont le savoir-faire est centré sur le soin, la responsabilité globale de réponse qui relève de compétences de différentes collectivités, de plusieurs types d'institutions et suppose la maîtrise de technicités diverses. Et donc du coup, le Couty va proposer donc sa vision d'un secteur rénové avec justement un peu une séparation entre l'hospitalisation et la prise en charge ambulatoire et qui avait fait un peu monter au front les professionnels qui voyaient une remise en cause de la continuité des soins qui était un des principes fondateurs du secteur. Ensuite, dans les rapports qui se sont succédés, donc il y a eu le rapport de la Cour des comptes, qui était plus une évaluation du précédent plan psychiatrie santé mentale. Donc eux, ils vont souligner plutôt la perception différente des professionnels et du ministère de l'effacement de la notion de secteur. Pour eux, c'est plus une incompréhension entre les deux. Donc pour les professionnels, il y aurait une perte de la singularité du secteur. Le fait que les fonctions initialement dévolues au secteur, organisation territorialisée des soins, coordination des interventions de prévention, de soins et d'insertion, continuité des soins, intervention à domicile, ont été progressivement dévolues à l'ensemble des établissements de santé publics et privés. Donc les professionnels y voient plutôt une perte de la singularité du secteur, alors que le ministère y voit, enfin en tout cas dit y voir, que plutôt une extension des missions du secteur
au champ MCO. Donc les fonctions confiées au secteur ont été progressivement et implicitement étendues par les textes généraux d'organisation des soins aux autres disciplines. Et il dit que, voilà, que la démarche actuelle du ministère de la Santé, c'est de reprendre les principes fondamentaux de la sectorisation, mais en banalisant une organisation spécifique dont le secteur n'a plus le monopole, qui est étendue donc à d'autres champs. Et la Cour des comptes rappelle aussi le cadre juridique incohérent dans lequel se trouve la psychiatrie actuellement, avec justement la notion de secteur qui existe dans certains textes, qui est abrogée dans d'autres, la dimension géographique qui existe sur le terrain, mais qui n'existe plus, on va dire, pour les directions du ministère. Et voilà, et il appelle, la Cour des comptes insiste sur la nécessité de lever ces ambiguïtés pour redonner un cadre d'exercice stable et clair aux professionnels et permettre aux patients et à leurs familles de comprendre aisément le mode d'accès aux soins en psychiatrie et l'organisation de la prise en charge. Donc ensuite, plus récemment, il y a eu le rapport Robillard sur la mission d'information sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie, et qui donc, eux aussi, vont rappeler les limites qu'on a déjà citées, donc qui voudraient aller vers un dispositif de soins psychiatriques rénové et intégré, avec un ancrage territorial réaffirmé, une ouverture aux autres acteurs, une prise en charge intégrée avec un rôle clé des médecins généralistes, une articulation avec le médico-social, et favoriser l'inclusion sociale en renforçant les outils de démocratie sanitaire, en développant une offre de logement adaptée et en parvenant à l'insertion professionnelle. Et donc aujourd'hui, on a le projet de loi de santé avec un article qui réintroduit le secteur dans le nouveau projet de loi de santé, mais avec un texte qui reste à éclaircir, donc dans son article 13, je crois. Donc là, le projet de loi de santé tel qu'il est actuellement dit l'activité de psychiatrie comprend une activité de psychiatrie de secteur dont la mission est de garantir à l'ensemble de la population un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l'organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d'intervention à domicile en lien avec le médecin traitant, l'accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques, la continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à l'hospitalisation, si nécessaire en lien avec d'autres acteurs, afin de garantir l'accès à des prises en charge non disponibles en proximité. Et, voilà, et les établissements de santé assurant l'activité de psychiatrie de secteur participent au service territorial de santé au public. Donc on a l'impression que finalement maintenant le ministère réintroduit le secteur dans ses textes, mais après le texte reste à éclaircir et à préciser sur qu'est-ce qu'on entend par ce... Pareil, il y a de nouveau une zone d'intervention associée à chaque établissement, enfin voilà, est-ce qu'on est dans une zone spécifique à la psychiatrie ou pas, il y a des choses à éclaircir. Donc j'arrive déjà à la fin en fait, donc je vais peut-être aller très vite. Donc en gros, on peut dresser un bilan plutôt contrasté de la psychiatrie de secteur, avec on a vu des forces initialement, enfin un caractère innovant, mais des faiblesses et des disparités importantes dans son développement, selon les territoires. Et donc l'ensemble des études et rapports que j'ai pu présenter, en fait, partagent un certain nombre de lignes directrices communes pour son amélioration ou son achèvement. Donc je vais les répéter, mais c'est développer les liens avec les autres acteurs du territoire, sanitaires et non sanitaires, développer les problématiques de logement, d'emploi et de réinsertion, dans laquelle on a vu que la situation française était particulièrement en retard par rapport à ses voisins européens. Et toujours lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale, des personnes concernées, mais aussi des professionnels et des structures de prise en charge, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même aussi une stigmatisation, même par d'autres professionnels de santé, de la psychiatrie, qui empêche, qui limite l'accès aux soins pour ces personnes. Voilà, du coup, j'ai déjà terminé. Merci.